Ok. Et donc, comme vous êtes tout seul jeudi, je vous donnerai un exercice à faire. Ce sera de composer un level Unreal. Donc, on n'aura pas le temps de voir aujourd'hui les fonctionnalités des blueprints, etc. Mais on va voir au moins rapidement les matériaux et les static mesh. Et on va voir aussi autre chose. Donc, à un moment dans la séance, je vais arrêter tout ce que je fais et je vais vous montrer Quixel. Est-ce que vous savez déjà ce que c'est? Pas tout le monde sait ce que c'est. Ok, bah, je vais vous le montrer rapidement pour qu'on soit au diapason. Mais en gros, je vais vous demander de composer un level avec Quixel, quoi, avec des assets Quixel. Et avec ce qu'on a vu sur les éclairages, etc. Ce qu'on va voir encore aujourd'hui sur les éclairages. Et les différents acteurs pour donner des effets à vos sets. Ouais, pas de thème. Vous faites ce que vous voulez. Avec ce qu'il y a sur Quixel, et si vous voulez pousser même avec des assets que vous récupérez ailleurs aussi. Pas de contrainte. Faites comme vous voulez. Puisqu'on n'aura pas le temps de voir les blueprints là, donc je ne peux pas vous donner un exercice sur les blueprints. Ok, donc je vais dire que vous connaissez déjà Quixel, je peux faire rapidement. Je vais dire 20 minutes avant la fin. On finit à 17h45, c'est ça? Ok, donc on va dire 17h. Ok, donc on va reprendre notre scène où on en était. Donc on avait mis une sky atmosphère et on était en train de voir les exponential height fog et on était en train de voir la fumée volumétrique. Alors je ne sais plus si j'ai modifié entre temps. Là je vais virer mon exponential height fog et en remettre un. Pareil pour ma directional light si jamais elle avait eu des modifications. Alors, on part sur une directional light standard. On va voir les effets du exponential height fog. Donc on avait vu qu'il joue sur la hauteur. Vous pouvez le mettre par exemple à 10 000 de hauteur. Augmenter la densité de l'œuf pour avoir cet effet. On avait vu qu'il y avait aussi une deuxième série de données pour l'exponential height fog pour ajouter un effet supplémentaire. Je vais le laisser à 0 parce que mon PC est assez va mal supporter sinon. Et surtout ce qu'on va voir ici, c'est le volumetric fog. Et l'effet du scattering dans le volumetric fog. Donc pour l'instant, on va un peu supprimer la directional light. On va juste le voir avec une nouvelle point light. Et je peux même supprimer ma sky atmosphère pour qu'on voit bien l'effet. Donc ici, j'ai ma point light. Elle est dans le brouillard. Et si je joue
sur ce facteur-là, Volumetric Scattering Intensity, vous allez voir que la lumière va diffuser dans le brouillard. Alors, je suis bien en Volumetric Fog. Ouais, c'est bon. Voilà. Donc, je vais rebuilder pour que l'effet soit pris en compte. Donc ici, je vais monter l'intensité pour qu'on voit un peu mieux. On peut voir qu'il y a plus ou moins de diffusion de la lumière dans la zone de brouillard, dans la zone d'atténuation qui est présente ici. Ça, c'est très sympa pour donner des effets, des ambiances à vos scènes. Donc, vous pouvez aller au-delà de ce qui est affiché là. Par exemple, elle est à 8. Ou même... Bon, après, ça va faire des effets un peu bizarres. Vous pouvez faire quelque chose comme ça. Ça fonctionne aussi avec les spotlights. Bon, spotlight, ouais. Voilà ici, scattering. Je vous montre l'effet de diffusion dans le brouillard. Je rebuild. Voilà. Ok. Peut-être baisser un petit peu. Fait. Je vais ajouter à nouveau une lumière directionnelle, une skylight. Pardon, une sky atmosphère. Je vais baisser un peu, pour qu'on puisse quand même voir le ciel. Voilà. On va à 5000. On va voir d'autres effets de la directional light quand il y a de la brume volumétrique comme ça. On va builder. Donc ici, sur ma directional light, j'ai Light Shaft Occlusion qui me donne cet effet-là. J'essaie de bien le voir ici sur le tableau. Je vais éteindre.
vous avez cet effet d'ombrage ici dans l'atmosphère. Voilà, ce genre de choses que vous pouvez ajouter avec différents réglages pour obscurcir ou éclaircir l'effet. Ajouter du bloom à la lumière occludée par l'objet. Voilà, plus ou moins fort. Si on voit bien là, l'effet. Bon, après, vous pouvez changer divers facteurs là-dessus pour donner des effets, comme vous le souhaitez. On verra après. Est-ce qu'on a vu tous les réglages sur l'aspect atmosphère? Peut-être ceux qui sont intéressants. Vous pouvez changer la couleur pour donner un effet ici. Et vous pouvez aussi avoir plusieurs directional lights avec une même atmosphère. Vous pouvez en avoir jusqu'à 2. Donc si je prends cette directional light là, je la décale un peu. Et que j'en mets une deuxième. Donc là j'en ai qu'une seule. Là j'en ai 3. On va regarder 2. 1, 2, 3. J'ai qu'un seul soleil qui apparaît pour l'instant. Ce que je peux faire, c'est dans les réglages. Donc là, ils me disent multiple directional lights are competing to be the single one used for forward shading, translucent water or volumetric fog. Please, as a fallback, the main directional light will be selected. Donc il me dit qu'il prend la première. Il me dit qu'il y en a 2 qui veulent être attribués à mes sky atmosphère, exponential hyper, etc. Mais là, il y en a 2 qui sont en conflit. Donc vous pouvez fonctionner avec 2. Et pour ça, vous pouvez attribuer la priorité donc déjà, vous pouvez l'activer ou désactiver comme étant compatible avec la sky atmosphère. Et c'est ici dans Advanced, vous pouvez changer l'index de votre directional light. Donc là celle-là, c'est la 0. On va dire que celle-là, donc elles sont tous les deux à priorité 0. Donc en informatique, on compte toujours à partir de 0, enfin très souvent. Donc c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc 0, ça veut dire que c'est la priorité 1, quoi. Donc si je la passe à 1, elle va devenir secondaire. Et vous voyez qu'ici, j'ai 2 soleils. Donc vous pouvez fonctionner avec 2 soleils si vous voulez. Si c'est un effet que vous voulez créer. Vous ne pouvez pas en faire plus que ça, par contre. Donc vous voyez ici, je peux avoir un effet où mon objet est éclairé avec 2 directional lights différentes. On va en garder qu'une pour l'instant. Et on va ajouter des volumetric clouds, des nuages volumétriques à la scène. Donc pareil ici, différents réglages pour vos nuages volumétriques. L'altitude de vos nuages. Donc ici, vous pouvez les lever ou les abaisser. La hauteur de la couche de nuage. Vous pouvez la monter ou la baisser aussi. La distance d'affichage. Alors ça c'est ici, tracing light distance. Soit très proche, soit très loin.
Adjusting start max distance. Pas grand chose. Pas traduit, c'est un peu précis. Grand albedo, c'est une réflexion du sol sur les nuages. On voit pas très bien la différence. On va le laisser en blanc. Le matériel, on va voir les matériaux après. Donc il y a des matériaux spéciaux pour créer ce genre d'effet, ce genre de nuages. Après divers settings pour donner des effets au nuage. Ce que vous pouvez faire, il fonctionne aussi avec la directional light. Donc vous pouvez avoir ici Cast Cloud Shadows pour que votre directional light prenne en compte les nuages pour vous générer des ombres sur votre level. Cast Shadows on Clouds, ça c'est un peu particulier. Je vais voir si je peux vous le montrer. En gros, ça veut dire que si vous mettez une plateforme, par exemple, au-dessus des nuages, votre plateforme va faire une ombre sur les nuages. Je vais voir si je peux vous montrer si j'abaisse ça. Je vais l'abaisser au max. À 0,1. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est le light shaft? Ça c'est le light shaft. Il faudrait que j'aille au-dessus des nuages. Ah, ici je suis pas mal. Là je vais créer un gros objet. Un peu gros là. Donc là vous voyez, vous pouvez voir que mon objet fait une ombre sur le nuage. Donc c'est une utilisation une utilisation de niche, mais ça peut être sympa si vous voulez donner des effets dans vos scènes. Donc là, si je fais la directional light, et je peux désactiver ça, et l'ombre va disparaître. Ok, donc sur ces effets-là, est-ce qu'on a tout vu? Je crois qu'on a vu le principal. Après, je dis, vous pourrez jouer un peu avec et tester différents effets d'éclairage, les combiner, etc. pour donner des effets. Non, c'est à peu près tout pour l'instant. Donc moi, je vais pas garder mes volumétriques clouds parce que sinon, ça va me prendre trop
de ressources. Et Exponential Height Fog, je vais en prendre un neutre. Et celui-là est volumétrique et pareil, ça me coûte assez cher en ressources pour mon ordinateur. Donc gardez en tête que chacun de ces effets que vous ajoutez prend des ressources. Et donc que vous devez avoir en tête de garder une bonne optimisation de votre scène. Alors, Exponential Height Fog. Okay. Il y a autre chose d'utile. C'est raccourci, donc vous n'avez pas parlé avant. Si vous avez un objet comme ça dans votre scène, vous pouvez faire end ou fin pour le poser directement sur la surface en dessous. C'est un raccourci pratique pour créer des scènes. Je peux vous donner d'autres choses sur comment fonctionne l'outliner ici, puisque vous allez devoir composer vos niveaux jolis. Et donc vous allez devoir organiser votre outliner, parce que très vite vous allez avoir des centaines d'objets dans votre outliner. Donc vous pouvez créer dans l'outliner des dossiers. Par exemple, si on va mettre nights, voilà. Vous pouvez mettre vos acteurs dedans. Vous pouvez attacher des acteurs les uns aux autres. Il est stationary, statique. Donc, il ne peut pas attacher parce qu'il faut qu'il soit à un niveau de mobilité plus fort que lui. Donc, vous ne pouvez pas mettre un objet de mobilité plus faible en enfant d'un objet de mobilité plus fort. Par exemple, là, ce qu'il me disait, c'est que celui-là était en stationnaire, celui-là était en statique. Et donc, si j'essaie de mettre enfant de lui, ça ne va pas fonctionner. Il me refuse. Puisque l'enfant a une mobilité plus faible que celui-là. Par contre, si je le mets en stationnaire ou en movable, je vais pouvoir le mettre en enfant. Donc, une fois que celui-là est enfant, si je bouge le parent, les deux bougent ensemble. Donc, le parent et tous ses enfants bougent ensemble. Par contre, celui-là, je peux bouger indépendamment. Et ça, c'est quelque chose avec lequel il faut faire attention dans Unreal. Après, quand vous allez développer, etc. C'est qu'ici, pour le parent, sur la location, rotation et scale, je suis en relative. Donc, par défaut, vos transforms, location, rotation et scale, sont en relative. Sauf que comme lui, il n'a pas de parent, son parent, c'est le monde. Donc en fait, qu'il soit en relative ou en world, c'est pareil. Ça ne change rien. Et vous voyez, quand je change ici en world, il passe en absolute location, rotation et scale. Et ça ne change pas grand-chose quand je le déplace. Par contre, quand je le déplace, ou d'ailleurs quand je le tourne, ou quand je le scale. Et vous voyez, l'enfant et scale en même temps. Par contre, donc je remets un par défaut. Par contre, sur l'enfant, si je change ici, se transforme, world en absolu. Donc il va garder, déjà ça a déjà donné un effet sur lui. Il va garder ses settings par rapport au monde. Et si je déplace son parent, il va rester à sa position. Là maintenant, il est réglé par rapport au monde. Donc ça, c'est quelque chose avec lequel il faut faire attention. On peut vite s'emmêler les pinceaux entre ce qui est par rapport au local et par rapport au monde. Sachant que je peux le faire juste, par exemple, je peux le mettre en rotation relative.
euh, ou en scale relative, mais pas en translation. Donc sur la translation, il va être indépendant, et sur la rotation et le scale, il va rester par rapport au parent. Ok, je vais vous montrer d'autres là-dessus. Je peux changer son pivot. Là, vous voyez le point où j'ai mes coordonnées là. Je pense que je sélectionne les deux pour que ça marche. Donc là, vous voyez le point blanc que j'ai ici, avec les axes X, Y, Z. Si j'ai envie de déplacer, d'être un peu au barycentre des deux objets et de les déplacer, je peux changer le pivot. Center and Selection. Et vous voyez ici, là, j'ai le pivot. Allez, donc, je vais le remettre en relatif. Et je peux avoir le pivot au milieu, qui est pratique pour manipuler des objets quand on en sélectionne plusieurs. De la même manière, vous pouvez aussi déplacer le pivot à la main. Pour ça, vous sélectionnez le point blanc, vous maintenez le clic de la molette et vous pouvez le déplacer comme vous voulez. C'est pratique si vous voulez le faire tourner autour d'un axe précis. Donc ça va vous être utile pour vos compositions de niveau joli. Donc ça, c'est pas enregistré. Après, quand vous resélectionnez votre objet, il revient sur son pivot classique. Après, vous pouvez toujours choisir le pivot monde ou le pivot de l'objet, le pivot interne à l'objet. On va voir les groupes d'acteurs. Je vais détacher celui-là, donc vous pouvez les détacher comme ça. Clic droit, detach, et revient indépendant. Vous pouvez grouper les acteurs entre eux. Si vous avez des grosses scènes avec plein d'acteurs, vous pouvez créer un groupe comme ça, et ça vous crée un nouvel acteur qui représente ce groupe. Donc après, voilà, vous pouvez les déplacer ensemble. Et le pivot se met au milieu, à la moyenne de tous ces acteurs-là. Ok, donc ça c'est pour la outliner, un truc extrêmement pratique pour la outliner, qui fonctionne d'ailleurs dans la plupart des menus Unreal. Très vite, vous allez avoir des outliners avec beaucoup de choses dedans. Ceux-là, ils sont dans le factor. Voilà, donc pareil, vous pouvez les développer comme ça. Donc vous allez avoir des acteurs dans des acteurs dans des acteurs. Vous allez avoir un menu hyper fourni ici. Pour vous y retrouver, si votre hiérarchie d'outliner est bien organisée, ici vous avez la racine de votre outliner et vous faites Maj et vous cliquez sur la petite flèche à côté ici. Et en fait, quand vous cliquez, sans cliquer sur Maj, ça va vous ranger tout dans les menus. Donc, je refais si vous voulez. Donc là, j'ai tout qui est ouvert. Donc là, imaginez que j'ai des centaines d'objets. Donc c'est assez difficile de s'y retrouver. Vous voulez tout ranger d'un coup. Vous faites Maj, vous cliquez sur la flèche ici. Après, vous cliquez et vous avez vos catégories. Si vous voulez tout déployer, pareil, vous faites Maj, vous cliquez ici et vous cliquez en maintenant Maj et ça va tout vous déployer. Donc ça, c'est un petit raccourci, mais qui vous fait gagner énormément de temps, quand on a des scènes Unreal très complexes, on passe beaucoup de temps à rechercher ses acteurs dedans, à creuser, etc. Ok. On va commencer à voir les assets. On va commencer avec les static mesh. Je vais juste vous mentionner ça aussi. Donc, vous voyez ici dans mon menu content, j'ai ce dossier-là développeur. Donc, a priori, vous avez aussi, si vous l'avez activé dans votre
dans vos réglages. Alors, je ne sais plus où c'est exactement. C'est un de ces réglages-là qui active ce dossier-là. À quoi il sert ce dossier? Vous avez ici le nom de mon ordinateur. C'est un dossier qui est utilisé pour le développement pour faire des tests. Donc vous avez votre dossier content, où ici vous allez mettre un peu le travail sérieux que vous faites, parce que vous voulez garder sur le long terme. Et ici dans développeur, vous pouvez utiliser ces dossiers-là pour faire des tests et créer des levels pour tester des choses. Créer des levels pour expérimenter des choses dans votre coin. Et quand vous développez sur Unreal, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un logiciel de contrôle de source? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Donc si vous voulez développer quoi que ce soit sur Unreal ou même sur n'importe quelle autre plateforme, un truc qui est, je dirais, obligatoire, surtout si vous êtes dans un cadre professionnel et que donc si vous perdez votre travail, vous êtes vraiment dans la mouise, c'est un logiciel de contrôle de source. Donc vous voyez ici, il y a écrit Revision Control. Et là, il me dit Connect to Revision Control. Donc je vous le mentionne ici, parce que ça va dans le thème de ce dossier d'expérimentation-là. Un logiciel de contrôle de source, celui qui colle bien avec Unreal, c'est Perforce, mais vous avez peut-être déjà entendu parler de Git. Git, ça vous dit rien? Oui, ouais, tu connais. En fait, ce que ça vous permet de faire, c'est que ça vous permet d'archiver votre projet à chaque fois que vous faites une modification. Et donc en fait, ça crée la hiérarchie de votre projet. Et vous pouvez revenir à n'importe quel stade du développement de votre projet que vous voulez. Je vais voir si j'ai un exemple. On va juste montrer un exemple vidéo. On verra si dans le cours, je vous montre comment Perforce fonctionne. Si je peux l'installer sur vos ordinateurs. Ouais. Il est déjà setup? Ah bah parfait, nickel. Bah, on fera un cours sur Perforce alors. En fait, vous ne pouvez pas vraiment développer sur Unreal si vous n'utilisez pas un contrôle de source. Et Perforce, c'est le b.a.-ba, quoi. Et donc c'est extrêmement pratique, ça vous permet d'enregistrer votre travail à chaque progression. Et si vous foirez un truc, si vous faites n'importe quoi, vous supprimez des trucs, ou vous avez un crash qui corrompt des fichiers, etc., vous avez juste à revenir en arrière, et tout est comme c'était avant. Donc c'est extrêmement pratique. Je vais voir si je vous trouve un exemple rapidement. Et ça vous permet aussi de travailler en groupe sur un projet. C'est-à-dire que vous stockez votre projet sur votre serveur. À chaque fois que quelqu'un fait une avancée, il l'enregistre. Et tout le monde peut revenir à n'importe quel stade de là où vous étiez sur le projet, sur n'importe quel fichier de votre projet, ou sur n'importe quel asset Unreal. Donc c'est extrêmement pratique. En réalité, c'est même obligatoire. Parce que sur Unreal, c'est pas. Enfin, Unreal est un peu buggé, quoi. Comme logiciel. C'est un logiciel qui vous permet de faire énormément de choses, mais qui est buggé. Et donc ici, vous voyez que vous avez votre arborescence de fichiers. Qui vous montre le serveur. On ne voit pas très bien là. De toute façon, je vous montrerai l'installation sur mon PC, comment le configurer, etc. Au moins en local pour une personne. Et après, ce que vous pouvez faire, si vous voulez développer sur de votre côté, c'est que vous pouvez créer un serveur. Vous créez votre dépôt Perforce, c'est-à-dire votre serveur partagé Perforce, où il y a vos projets dessus. Et après, tout le monde peut y accéder, récupérer les fichiers en local et faire des modifications et les pousser vers le serveur. Donc ça vous permet de travailler sur Unreal de manière sereine, puisque vous pouvez faire les modifications que vous voulez. Et si jamais vous avez raté quelque chose, ou supprimez un fichier par mégarde, ou des choses comme ça, ce qui arrive très souvent, vous avez juste à revenir à la version précédente, et vous êtes bon. Je vous montrerai ça plus en détail plus tard, parce que là, j'arrive pas à trouver un très bon exemple. Mais bon, on fera un cours sur Perforce. Et donc, d'où l'intérêt de ces dossiers-là, puisque sur Perforce, tous vos dossiers ici vont être partagés. Donc, les gens vont, vos groupes de développeurs et d'artistes 3D, etc., vont y accéder. Et donc, ici, vous pouvez faire vos expérimentations sans déranger le contenu que vous avez là.
Donc on va commencer. On a vu qu'il y a déjà des static mesh présentes dans l'engine d'Unreal. Donc, si je vais dans All ici et que je recherche avec mes filtres static mesh, je vois que j'ai déjà des objets. Et je peux les ajouter à ma scène. Donc soit je peux les copier-coller dans mon projet. Donc je vais créer un dossier par exemple object. Et cet object-là, et si je veux l'ajouter à ma scène, tout simplement, je fais un drag drop comme ça. Voilà, on va voir un peu ce qu'il y a dans Static Mesh. Moi, au début, je vais plutôt prendre cet objet-là. Je vais mettre ici. Donc là, il n'a pas de matériau attribué encore. Il est grisé comme ça. Et donc ici, dans la Static Mesh, vous voyez que là, il a des slots avec des matériaux qui sont attribués. Donc là, c'est juste des matériaux par défaut. Ces matériaux correspondent à différentes zones de mon Static Mesh. Donc le Static Mesh, en réalité, c'est ça. Voilà, c'est le mesh, ici qu'on voit. Et donc, tu peux avoir des matériaux attribués par défaut. Donc là, je peux visualiser ici, si je fais highlight, je peux visualiser juste la partie qui est concernée par ce matériau-là. Isolate pour juste voir la partie du mesh qui est concernée. Pareil pour les autres. Et donc ici, je vais lui attribuer des matériaux. On va voir après un peu plus en détail comment fonctionnent les matériaux sur Unreal. Bon, moi, je ne vais pas encore m'attarder sur les matériaux là. On va voir la base des matériaux. Et on aura certainement l'occasion de les voir plus en détail dans le cours après. Je suis obligé de faire un peu rapide aujourd'hui puisque je dois au moins traiter la base pour arriver, pour que je vous donne l'exercice pour jeudi. Là, voilà, je lui attribue différents matériaux et il s'applique aux différentes parties. Donc les matériaux que j'ai attribués à mon objet ici, ils sont attribués pour toutes les instances de cet objet. Celui-là va coller, voilà, parfait. C'est-à-dire, voilà, ce que je fais en basse résolution, je vais me mettre en low pour que mon laptop tienne mieux le coup. C'est-à-dire qu'ici, donc l'instance de cet objet, est-ce qu'une instance, vous voyez ce que c'est ou pas? En informatique à peu près, ouais. Ok. Donc, à chaque fois que je veux recréer une version de cet objet-là, il va prendre les mêmes matériaux, ceux que je lui ai attribués. Par contre, ici, dans l'onglet Details, je peux modifier les matériaux pour cette instance précise. Donc, attends, je vais prendre le premier. Et là, si je modifie les matériaux, ça va le modifier juste pour celui-là. Pas pour les autres. On va voir les matériaux et je vais vous parler aussi un peu de l'organisation du Content Browser pour que vous ayez des Content Browser bien organisés si vous voulez surtout travailler avec Unreal de manière professionnelle. Quand vous allez travailler dans des équipes, on va s'attendre à ce que vous ayez à ce que vous respectez certains standards sur la nomenclature de vos objets. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire de l'amende, qu'on vous a déjà appris, de respecter les nomenclatures sur vos objets dans les logiciels? Bon, c'est quelque chose, ça a l'air un peu laborieux comme ça, et ça a l'air un peu d'être au début quand on commence, ça a l'air un peu d'être un point de détail, mais je vous assure que quand vous travaillez sur des projets, et que vous avez très très vite des centaines d'assets, d'ailleurs ça vous est peut-être déjà arrivé, avoir des assets bien nommés
et bien organisé, ça vous fait gagner des centaines d'heures. Donc c'est quelque chose que vous voulez faire. Donc là, on va faire M, new par exemple. Et donc pour la nomenclature d'Unreal, il y a des ressources pour ça, pour les bonnes nomenclatures et la bonne organisation des dossiers. Voilà, ici. Sinon, je peux clairement... Donc là, je suis sur la doc Unreal. Sinon, carrément, vous pouvez taper UE5 Naming Convention. Tu veux de l'aide? Ouais, vas-y, vas-y. Donc en anglais, les conventions de nommage, Naming Convention. Et ici, donc, bon, c'est le même que celui-là. Vous avez le Naming Convention de la doc Unreal. Et vous en avez un qui est pas mal, que j'utilise pas mal aussi. Alar UE5 Style Guide. C'est très pratique. Et donc ça, si vous allez commencer à bosser dans une boîte où ils font du Unreal sérieusement, soit ils vont utiliser ces mêmes standards-là, soit en fait, ce qui est, et si vous voulez vous faire bien voir, c'est ce qu'il faut faire, vous leur demandez quelles sont les conventions de nommage qu'ils utilisent. Quelles sont les conventions d'organisation de fichiers qu'ils utilisent et quelles sont les conventions de nommage qu'ils utilisent. Parce que si vous travaillez avec quelqu'un donc qui a des deadlines, etc., donc qui est un peu stressé, etc., et qui doit chercher pendant des heures dans des dossiers les assets que vous avez créés, c'est assez pénible. Alors que si vous mettez sur la même organisation que tout le monde, vous gagnez du temps pour vous, vous faites gagner du temps aux autres, et en général, on vous apprécie si vous faites ça. Donc ça, c'est vu comme quelque chose de... C'est vu comme une marque de sérieux. Rapidement, pour vous parler de la doc Unreal, donc là, ici, je suis sur le site de la doc Unreal. Ici, vous avez la version, donc assurez-vous d'être bien sur la bonne version d'Unreal quand vous regardez la doc. Parce que là, typiquement, je lui ai demandé Naming Convention, et par défaut, il m'a ouvert pour la 4.27. Et donc souvent, on peut se faire avoir à ne pas faire attention d'être sur la bonne version, et donc à regarder des informations qui sont fausses par rapport à ce qu'on veut faire. Donc mettez-vous bien ici sur la 5.3. Et donc en règle générale, moi ce que je fais, c'est que je respecte d'abord la Naming Convention d'Unreal. Donc en règle générale, c'est un préfixe donc en fonction du type d'asset que c'est. Donc matériel, c'est M, material instance, c'est MI. Static mesh, c'est SM, voilà ce genre de choses. Donc vous pouvez le trouver. Skeletal mesh, c'est scale. Non, ça c'est juste pour le skeleton, pardon. Skeletal mesh, c'est SKM. Donc je respecte celle-là en priorité. Mais vous voyez qu'il n'y a pas pour tous les assets. Et en second, je respecte celle-ci. Alar UE5 Style Guide, qui va beaucoup plus en profondeur. Et qui vous parle aussi d'organisation de dossiers, etc. Donc là, vous cherchez tout simplement, par exemple, vous vous rappelez plus, vous voulez faire par exemple une widget blueprint. Sachant qu'Unreal ne vous met jamais par défaut le préfixe adéquat. Donc, rarement. Et là, vous ne savez plus pour les widget blueprints ce que c'est. Donc, vous pouvez aller regarder ici. Widget blueprint, il vous dit ici, OK, WWP. Et vous savez comment nommer votre asset. Donc, pour le nommage d'assets, quelle est l'idée générale qui va vous faire gagner énormément de temps? C'est que sur Unreal, on prend, je ne vais pas aller tout de suite ici. Sur Unreal, vous avez souvent des menus, comme celui-là. Vous pouvez sélectionner un asset. Donc là, ici, un matériau. Ici, comme vous voyez,
j'en ai déjà des dizaines ou centaines, voire centaines. J'en ai 658. Donc, pour chercher là-dedans, en tout cas à la main comme ça, c'est assez pénible. Ça va vous prendre énormément de temps, surtout si vous devez le faire à chaque fois. Là, on en a 3, mais vous allez avoir des dizaines d'assets à configurer comme ça. Et donc l'intérêt de bien les nommer, c'est que vous pouvez taper directement le nom ici et trouver ce que vous voulez rapidement. Et donc là, si j'ai par exemple ici, on va dire un matériel, et celui-là, je vais le nommer euh, bon, je pourrais le nommer par exemple. Donc en fait, vous mettez des catégories à chaque fois et chacune sous-catégorie. Par exemple, je peux mettre M, je sais pas, j'ai un objet, par exemple une épée dans mon jeu. M, sword, underscore, hilt, la poignée, underscore, métal, ou je vais mettre steel plutôt, steel, underscore one. Voilà comment ça se nomme en général. Donc vous mettez de sous-catégorie en sous-catégorie. Et donc là, si j'en ai plusieurs, voilà. M sword hilt steel. Si j'en ai un deuxième, par exemple, si je vais mettre M underscore sword hilt steel 2. Je vais créer M underscore hilt wood. Je vais juste mettre rapidement quelque chose. Je vais mettre comme ça. Ça, je vais vous en parler après, mais là, je le fais juste pour l'exemple. Euh, vector, constant vector. Voilà, on peut dire quelque chose comme ça. C'est une sorte de métal un peu brossé, style. Et pour l'autre,
comme ça. Et je vais créer, bon, on va dire, je vais juste créer une material instance de celui-là. Je vais vous parler après, c'est juste pour vous montrer l'exemple pour l'organisation. Voilà. Pour vous montrer l'intérêt de faire ça et de bien respecter ce système. Donc là, vous voyez ici, quand je vais chercher ça, j'ai juste à taper ici, stored, et j'ai tous mes matériaux, et au premier coup d'œil, je peux voir lequel fait quoi. Sinon, je fais stored build, il y a autre chose, et donc je peux les trouver extrêmement rapidement. Et ici, je peux voir aussi avec M et MI si c'est un material instance. Bon, c'est écrit aussi là, mais c'est un standard qui est utilisé partout. Et ça facilite aussi un petit peu la recherche. Et quand vous passez vos journées à regarder des éléments comme ça vous aide énormément. Donc là, je vois tout de suite ce que c'est. Donc là, je vois que c'est de l'acier 1. Ok, j'attribue celui-là. Ok, pour celui-là, je voulais mettre le bois. Donc pareil, je recherche ici, je regarde sword, je trouve direct. Ok, c'est la material distance que je veux. Et pour celui-là, je voulais l'autre métal. Sword, et je trouve ce que je veux. Ça fait rapidement. Avant d'attaquer le reste sur les static mesh, on va voir les matériaux plus en détail. Donc, je vais supprimer cela, je vais en créer un nouveau. Avant ça, je vais vous montrer l'import de static mesh dans Unreal. Ça peut être amené à le faire. Je vais en télécharger un sur internet, donc j'en ai trouvé un qui fonctionnait pas mal. Je crois que c'était ça. Et là, il vient me demander de m'inspire. Voilà, c'était celui-là. Si vous voulez le faire aussi, vous pouvez le télécharger. Tapez Sword Sting 3D et vous aviez cet objet-là qui fonctionnait pas mal puisqu'il avait son mesh et ses textures configurées. Je vais le télécharger. Est-ce qu'il a, j'ai l'impression qu'il a ses textures à part. Donc on va le télécharger sous forme d'OBJ et d'FBX. Et je vais vous parler aussi un peu des formats pris en compte par Unreal. C'est dans la doc. En général, Unreal aime bien les FBX. Les OBJ fonctionnent aussi. Et je vais le prendre. Alors moi j'avais testé en OBJ puisque j'étais dans le cours, donc je vais le prendre en OBJ. Et je vais prendre ces textures aussi.
Les FBX fonctionnent bien, les OBJ. FBX c'est en général un peu le mieux que vous voulez utiliser pour importer dans Unreal. Alors, Pierre, je vous trouverai une liste des formats acceptés par Unreal, c'est pas très difficile à trouver. Donc FBX, OBJ, DAE et Pierre, si je trouve pas là, je vous en cherche à la liste plus tard. Je suis en train de télécharger mes textes. Pour une liste exhaustive pour tout à l'heure. Mais en général, vous allez surtout travailler avec du FBX sur Unreal. C'est le format le mieux supporté. Euh, en train de me télécharger. Je vais extraire l'autre en attendant. Ok, je suis good pour les textures aussi. Euh, alors, je vais juste revérifier que dans les OBJ, les mecs soient tous dans le même dossier selon cette arborescence-là.
de l'importer direct comme ça passe. Parce que j'avais modifié le. En fait, j'avais. Dans le cas d'un autre cours, j'avais utilisé cet asset, mais je l'avais modifié avant sur Blender. Je vais voir si ça passe direct comme ça. Avec un OBJ, sinon je testerai en VX. Donc si je le prends comme ça, je peux le drag dropper direct dans mon menu. Et donc vous pouvez créer un dossier. Créer un dossier sword. Exemple, asset. Je vais le drag dropper direct dedans. Là ici j'ai des options d'import. Il faut juste vérifier qu'ils comprennent bien que c'est un static mesh. Mesh, import static meshes, ok. Import materials avec aussi. Import texture aussi. Donc là, il arrive bien. Ouais, je pensais il n'arrive pas à détecter les textures. C'est vrai qu'il faudrait que je le rebuild sur Blender. Bon, pour qu'on aille un peu vite, bon, je vous remontrerai ça. Pour qu'on aille un peu vite, je l'avais déjà rebuildé sur Blender. Donc, il était ici. Et donc, pour importer des objets, soit vous pouvez directement les drag dropper dans votre dossier là. Et ça l'importe. Sinon, vous pouvez faire import ici. Allez chercher votre objet. Qui était dans Core OpenGL, Build, Resources, Object, Board, Open. Là, il va me l'importer. Bon, crash. Ça arrive avec Unreal. Unreal n'est pas infaillible. Il est assez buggé, il crash souvent. Surtout quand vous êtes sur laptop. Donc, je vais le kill et je vais lancer ça. Et ouais, donc je vous montrerai ça. Là, je manque un peu de temps puisque j'ai envie de traiter un certain nombre de choses pour la prochaine séance. Voilà, en fin de séance, je verrai si j'ai le temps de vous montrer ça, de rebuilder l'objet sur Blender pour qu'il crée le fichier qui associe les matériaux à l'OBJ. Mais j'avais déjà fait, donc je vais vous montrer là direct avec le fichier déjà rebuildé. Voilà. Donc là, donc c'est pas garanti que Unreal, surtout si vous n'importez pas du FBX, c'est pas garanti qu'Unreal arrive à lier et à comprendre toutes vos textures et matériaux. Donc ici, en fait, à partir des informations de l'OBJ, il a importé mon static mesh, et il a créé un matériau tant bien que mal avec les informations qu'il avait. Il a importé aussi la texture qui lui est associée.
Mais ça ne correspond pas exactement à ce que j'avais avant. Là, si je regarde mon matériau, voilà, c'est un peu de bazar. Donc là, il m'a créé déjà un réglage préfet par rapport à mon objet qui avait été exporté en tant qu'objet sur Blender. Et donc, il faut que j'importe la texture manquante. Et puis, je la réattribue dans le matériau. Et de venir en paramètre. C'est texture sample parameters. Et ici, je vais lui attribuer l'autre. Donc là, je ne l'ai pas nommé, donc je galère un peu pour la trouver. J'ai pas du temps. Ça s'appelle quoi? Steam Metallic. Et donc ici, je vais la mettre voilà, pour ma metalness rapidement. Je vais vous parler de tout ça plus en détail. C'est juste pour vous montrer l'import et pour vous montrer qu'à l'import, Unreal va vous recréer tant bien que mal les matériaux qui sont associés à aux textures et aux informations de votre objet. Mais il n'y arrive pas toujours, et donc parfois il fait un peu n'importe quoi. Euh, Là, on a vu pour l'import. Je vais rentrer dans les matériaux. Ici, vous voyez que j'ai mon static mesh qui a déjà le matériau qui lui était attribué, etc. Ouais, pour nommer les textures. Donc on a vu qu'il y avait des préfixes, il y a aussi des suffixes pour le nommage. Je retourne sur alar, 5. Donc comme vous le savez très bien, si vous avez déjà fait la 3D, etc., il y a tout un tas de textures que vous pouvez attribuer à un matériau. Est-ce que vous savez ce que c'est que le PBR? Le PBR? Ouais, tout le monde? Ok, nickel. Donc Physical Based Rendering. Et donc vous avez différentes textures qui sont applicables dans le Physical Based Rendering et puis même d'autres effets supplémentaires. Et donc voilà la norme de nomenclature pour Unreal. Donc vous avez ici votre texture et par exemple là pour là c'est pour ma diffuse. Ou pas ma diffuse, plutôt mon albédo. Il a diffuse albedo base color, ouais, donc il la met comme ça. Il met sur la même catégorie, mettre sur la même catégorie diffuse et albedo. Donc on va respecter cette norme. Donc ici je les nomme. Et donc certains assets ont des suffixes aussi. Donc là ici pour que je retrouve facilement ma texture par rapport à mon objet, je vais nommer T sword underscore D pour la diffuse.
Comme ça, je saurai directement à quoi ça correspond. Ici, pour la metal map, bah, en M tout simplement. Donc T underscore sword underscore M, M majuscule pour la metal map, etc. Celui-là, je vais l'appeler SM underscore sword. Celui-là, je vais l'appeler M underscore sword. Voilà, et là, c'est organisé correctement. À noter que le fait d'utiliser le système de filtre va orienter la manière dont vous organisez votre projet. Et ça va vous faciliter aussi la tâche d'utiliser ça. Vous voyez ici dans Sword, je n'ai pas créé un dossier pour les textures, je n'ai pas créé un dossier pour les matériaux, je n'ai pas créé un dossier pour les static mesh, etc. Je mets tout dans le même en fait. Et le fait d'utiliser ça, ça vous permet de simplifier énormément votre arborescence de fichiers. Puisque, donc, imaginez ici, j'ai mon objet Sword et là j'ai ma blueprint, c'est-à-dire mon objet avec les rapidement avec des fonctionnalités de code qui lui sont intégrées. Sword, donc je vous montre très rapidement, puis au prochain cours, le prochain cours risque d'être dédié exclusivement au blueprint, sauf si j'ai encore des choses à vous dire par rapport à ce qu'on avait vu là. Ici, je vais ajouter un mesh component. Si je vais taper sort, je le fais direct. Après, voilà, ici, je pourrais lui ajouter du code en Node. Ça, on verra prochainement. Et vous voyez ici, j'ai tout un tas de... J'ai tous mes assets qui sont liés à cet objet. Et j'ai simplement ici, donc, matériel. Je pourrais aussi mettre texture. Non, blueprint class. Vous voyez, ça me permet d'avoir tout dans mon dossier comme ça. Allez, bien sûr, après, vous allez avoir d'énormes dossiers. Et de trouver super rapidement tout ce que vous voulez. Matériel, ok, static mesh, c'est celui-là. Les textures. Donc ça a l'air de rien comme ça, mais c'est des astuces qui, quand vous l'utilisez dans un cadre professionnel avec des deadlines, vous gagnez énormément de temps. Comme disaient les Américains, time is money. Énormément de temps et donc énormément d'argent. Vous pouvez voir donc si je vais dans Engine ici. Ok, dans Engine par exemple, j'avais envie de regarder les basic shapes. Donc là je peux voir directement, ok, il n'y a pas en matériaux basiques, ok, il y a celui-là. Pour les static mesh, ok, il y a cela. Ça accélère beaucoup votre recherche dans Unreal. Ok. Donc là, je vais dans ma sword et j'ai tous mes assets. On va créer un nouveau matériau. On va tester différentes choses sur les matériaux, au moins les éléments de base. Voilà. Donc là, on avait mSword, donc celui-là, je vais l'appeler mSword 01 ou mSword 1, underscore 1. Et là, je vais faire un nouveau matériau que je vais attribuer à cet objet. Donc oui, pareil pour là, je vais supprimer ça. Pareil pour cet objet, je peux le drag drop ici dans ma scène et y accéder et modifier son échelle.
Voilà, par exemple. Et donc, je crée un nouveau matériau. M underscore sword underscore 2. Et je vais attribuer plutôt M sword 2 à sword. Parce que je vais avoir envie de voir les modifications en live. Ok. Et donc là, on arrive dans cette fenêtre pour vous créer un matériau. Est-ce que vous avez déjà un peu pratiqué cette fenêtre-là, etc. Ouais, ok. Donc vous avez utilisé le système de nodes ici pour les matériaux. Ok, donc on va revenir un peu dessus. Je vais vous montrer autre chose avant. Je vais vous montrer comment utiliser les blueprints. Parce que je vais les blueprints, les plugins. Parce que je vais utiliser un plugin qui va être très pratique pour les graphes comme ça. Je vais vous montrer comment il marche. Donc ici dans mon projet Unreal, je vois que j'ai un plugin installé, celui-là, Blueprint Assist. Donc il est présent. Il est présent ici dans ma vault aussi, Blueprint Assist. Install to Engine, il me dit qu'il est déjà installé. Et je vais avoir envie d'activer dans mon projet. Donc pour l'instant, il est installé, mais il n'est pas encore activé. Pour voir vos plugins, vous allez ici dans Settings, Plugins. Pour ouvrir le menu Plugins, ou sinon, il y a une autre manière d'y aller, ici dans Edit, Plugins. Et ici, vous voyez, vous avez tout un tas de plugins donc, qui sont déjà installés, qui sont présents, mais ils ne sont pas tous activés. Ceux qui sont activés, c'est ceux qui sont sélectionnés ici. Et en fonction de ce que vous voulez faire dans Unreal, vous allez parfois devoir en activer certains. Donc certains qui sont déjà présents, d'autres que vous allez récupérer depuis l'Asset Store, depuis votre Vault, et les assets que vous avez récupérés depuis l'Asset Store. Ici, tout ce qui est Install to Engine. Donc là, je vais chercher mon plugin. D'ailleurs, moi, ceux que j'ai très souvent utilisés, c'est ceux pour la réalité virtuelle. Et donc là, moi, je vais chercher All Plugins et je vais chercher Blueprint Assist. Donc là, je vois Blueprint Assist. C'est celui-là. J'active. Et en général, il vous demande de relancer votre projet. Là, c'est bon. Et quand je vais ouvrir mon matériel, je vais avoir un nouveau menu ici qui s'appelle BP Assist, et qui n'est pas présent avant et qui n'est pas présent chez vous, parce que vous n'avez pas installé ce plugin. Installer et activer. Et donc ici, je vais régler. Divers settings, donc je vais laisser avec les settings par défaut pour l'instant. Et ce que fait ce plugin, c'est qu'il est extrêmement pratique, c'est qu'il me permet, en sélectionnant des nodes connectées entre elles et en appuyant sur F, de les ranger automatiquement. Et ça, c'est quelque chose qui prend énormément de temps si vous n'avez pas un plugin qui permet de le faire instantanément. C'est pas le seul qui existe, mais celui-là fonctionne très très bien. C'est de ranger vos nodes. Donc moi, je le fais pour gagner du temps pour les explications. Et vous devrez le faire à la main. Sauf si vous achetez et installez ce plugin-là. Donc on va partir sur Sort 2. Est-ce que j'ai mon static mesh ici? On va le mettre un peu plus visible. Et on va voir un peu ce qu'on peut faire avec des matériaux. Donc, quand vous arrivez sur la fenêtre matériel, vous avez ici une prévisualisation de votre matériau. Donc vous pouvez modifier la forme sur laquelle votre matériau est affiché, ici avec ces réglages-là.
Et vous avez bon, d'autres réglages, un peu comme ce qu'on avait vu sur le viewport. Lit, unlit, ce genre de choses. Et quelque chose de très pratique, c'est que vous pouvez, si vous ne savez pas, c'est que vous pouvez sélectionner un static mesh ici dans votre content browser. Sélectionnez cet item-là. Et ça va vous afficher directement l'item de static mesh pour prévisualiser votre objet. Ici, là, vous pouvez directement prévisualiser ce que le matériau va donner sur votre objet. Donc le truc le plus important à regarder, quand vous arrivez là, c'est cette fenêtre-là, la fenêtre Details, ici. Donc ici, vous avez bon, le premier menu ici pour les matériaux physicalisés. Donc ça, on ne va pas le voir, c'est un usage plus avancé. C'est pour donner des fonctionnalités particulières, donc, basées sur la physique de matériaux, à différents endroits de votre objet. Par exemple, s'il y a des endroits qui sont plus rugueux, donc qui vont plus accrocher, par exemple par rapport à la physique, ou d'autres qui sont plus glissants. Ou pareil, si vous avez un static mesh qui est une énorme scène, des endroits où ça va plus résonner, ou des endroits où ça va plus être, le son va plus être absorbé, enfin, ce genre de réglages qui sont par rapport au son, ça c'est plus avancé. Et ce qui nous intéresse surtout, c'est ce qu'il y a ici, matériel. Donc le matériel domaine, le blend mode et le shading model, qui sont les réglages principaux de cette fenêtre-là. Donc pour les matériels domain, vous avez ici surface, deferred decal, light function, volume, post-process et user interface. Donc tout d'abord surface. Surface, c'est le réglage le plus commun. Donc c'est le domaine par défaut pour la plupart des matériaux. Il est utilisé pour les matériaux appliqués aux surfaces des objets, comme les murs, les sols et les personnages. Les matériaux de surface peuvent inclure des propriétés telles que la couleur de base, la rugosité, la réflexion métallique, enfin tout ce qui est lié au PBR, et d'autres caractéristiques visuelles, des masques, de la transparence, etc. Pour le post-process, ce domaine est utilisé pour les matériaux qui seront appliqués comme les effets de post-traitement à l'ensemble de la scène ou à une partie de celle-ci. Donc, ça peut être du flou, de la modification ou de la saturation de couleur, des effets de caméra, l'application de filtres, etc. Donc un exemple, c'est celui-là, donc dans une application que j'avais fait, où j'avais utilisé du post-process. Un exemple en vidéo rapidement. Et je sais ce que je peux passer sur le téléphone.
ça. Sur ce genre de choses. Vous voyez ici, par exemple, pour la sélection pour l'outline de l'objet, donc le surlignage de l'objet lors de la sélection. Donc, si je vous montre avant, on sélectionne. Voilà, pour le surlignage de l'objet pour la sélection, typiquement, ça c'est un matériau de post-process qu'on utilise. Ce genre d'exemple. Donc, des fers decals. Les matériaux de ce domaine sont utilisés pour créer des decals, qui sont des textures ou des matériaux appliqués sur d'autres surfaces pour ajouter des détails tels que des graffitis, des taches de sang, etc. Ça se superpose aux matériaux sans avoir besoin de modifier la texture même du matériau. Donc dans Unreal, pour en faire un rapidement, c'est ici, dans vos acteurs de la liste là. J'en applique un à cet objet-là. Il y a l'acteur. Et vous voyez, c'est un acteur qui permet de peindre sur un autre acteur. Donc là, celui-là, il est plutôt fait pour être utilisé comme ça. Et je peux ajouter un élément sans avoir à modifier la texture de l'acteur. Donc ça, c'est extrêmement pratique, les decals. Et vous allez aussi beaucoup les utiliser dans Unreal. Il va y avoir des matériels déjà présents. Donc, je vais laisser par défaut. Pour l'instant, je peux vous montrer. Donc là, si je voulais l'appliquer sur ce cube-là, donc là, il est fait pour être appliqué horizontalement. Je vais juste diminuer. Voilà, si vous l'appliquez sur cet objet, voilà comment je fais. Les decals, c'est ça. On aura peut-être l'occasion de les voir plus en détail aussi. Je peux laisser pour l'instant. Qu'est-ce que les light functions? Des fonctions lumineuses pour donner des effets de lumière. En général, c'est utilisé pour des choses comme par exemple la réflexion de l'eau dans les piscines, ce genre de choses. Je vais vous montrer un exemple. Donc, ce domaine est utilisé pour les matériaux qui modifient l'apparence de la lumière dans une scène, par exemple en créant des motifs de lumière, etc. Donc là, j'avais un exemple ici. Ça, pareil, on verra en fonction du temps que ça nous prend de traiter le reste, si on le verra ou pas. Pour l'instant, on va déjà commencer par voir la base et on verra ce qu'on peut traiter en supplémentaire. Voilà, ce genre de choses typiquement. Donc des fonctions lumineuses pour gérer, pour simuler des comportements de réflexion de lumière ou de projection de lumière sur divers objets. Donc pour des matériaux volumétriques, donc volume, les matériaux de ce domaine sont utilisés pour des effets volumétriques, comme des brouillards ou des nuages. Donc ce genre de choses, donc c'est ce qui est utilisé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, notamment pour ce genre de choses. C'était les volumetric clouds. Voilà, typiquement ici, ça prend en entrée un matériel de ce type-là. Des matériaux pour lui. Ce domaine est spécifiquement conçu pour les matériaux utilisés dans l'interface utilisateur. Donc ça, c'est ce que je voulais montrer rapidement. On verra plus en détail plus tard.
les widgets blueprint. C'est ici, si je veux en créer une, widget blueprint, user widget. Et donc ça, c'est un type de blueprint d'Unreal qui vous permet de créer des canvas panel. Et ici, je peux ajouter, ça vous permet de créer des UI dans Unreal. View. Ça, on verra en détail plus tard comment faire des UI sympas dans Unreal. Avec ce système-là. Donc ça, c'est les matériaux qui sont utilisés dans ce système-là pour faire des UI stylés. Donc ça, c'était les matériaux d'UI utilisés dans les widgets blueprints. Et donc vous voyez qu'ici, dans votre matériau, vous avez cette node-là au centre, qui est la node de rendu final. Et en fonction de ce que vous sélectionnez là, vous n'allez pas avoir les mêmes points de la node qui vont être accessibles. Par exemple, si vous êtes en surface, vous avez ça. En diffère décal, ça change. Il prend juste le World Position Offset. Light Function, il prend juste l'emissive color. Parce que Light Function, ça va être utilisé pour projeter la lumière. Donc il n'a pas d'intérêt d'avoir une métallique ou une base color ou ce genre de choses. C'est des réglages qui sont utilisés pour réfléchir la lumière. Pour volume, il prend juste albedo, emissive, extinction et ambient occlusion. Post-process, il prend juste emissive. Et UI, il prend final color. Globalement emissive, quoi. Et screen position. Nous, pour l'instant, on va rester juste sur surface, puisqu'on va voir les matériaux de base, c'est-à-dire ceux qui sont attribués aux objets. Là, alors, lequel active le blend mode. Celui-là active le blend mode. Celui-là, non. Celui-là, vous pouvez changer de blend mode, qu'on va voir juste après. Post-process, non. Et celui-là, non plus. Je crois pas si celui-là, les blend mode aussi. Vous avez un sous-menu des blend mode. Vous voyez qu'il n'est pas accessible dans tous les matériels domaines qu'on sélectionne. Donc, on va voir chaque blend mode, ce qu'il fait. Donc, opaque, on va tester avec un système de base. Je vous ai mis un lien vers la doc. Voilà. J'avais vu s'il y avait des exemples mieux que ce sujet-là, mais on va le faire comme ça. Donc on va, pour le tester, on va ajouter un plane. Et je vais ajouter un objet. Est-ce que j'ajoute devant ma sword? Sinon je pourrais les utiliser directement sur la sword. Je vais faire comme ça.
Ah oui, c'était groupé ça. Celui-là derrière, on va l'appliquer sur le mesh qu'on a apporté. On va commencer avec Blend Mode Opaque, qui est celui que vous allez utiliser le plus souvent pour les objets. En fait, uniquement sur ma sword, en fait, on va voir les nodes en même temps. La liste des nodes principalement utilisés. Donc, vous pouvez ajouter des constantes ici. Donc, ça, c'est une interface de code simplifié. Et à la base, c'était les premiers éléments d'Unreal qui étaient en code simplifié sous la forme de nodes comme ça. Si vous vouliez faire du code pour faire des comportements de votre jeu, vous deviez le faire avec du code informatique classique. Par exemple, je peux vous montrer ça rapidement. Voilà. Si je fais un blueprint, en fait, si je peux regarder voir directement. Voilà, dans Unreal, je peux avoir accès au code et ce qu'il y a derrière tous ces systèmes-là de nodes, c'est du code comme ça en fait. C'est du code en ligne de code comme ceci. Et donc à la base, c'était fait juste pour les matériaux, puis après ils l'ont étendu pour que tout le monde puisse l'utiliser. Donc on va commencer en simplement définissant des constantes. Est-ce que vous savez tous ce que c'est qu'une variable ici? Variable, non, bon, on verra après. Une variable en informatique, c'est comme une boîte dans laquelle vous pouvez stocker des valeurs. Donc ici, si par exemple je veux juste mettre la base color pour mon... Donc là, à ce moment-là, il prend juste des valeurs par défaut. Donc, je vais lui attribuer son mesh pour qu'on puisse visualiser directement. Et là, il prend juste des valeurs par défaut. Moi, je veux lui donner mes propres valeurs, donc je suis bien en surface, opaque, shading model, on verra après, mais on laisse en default lit. Et donc, je vais créer une constante. Donc, si je veux juste mettre des valeurs sans qu'elles soient enregistrées, je crée des constantes. Donc, j'en ai plusieurs ici. J'ai constante de vecteur, constante 3 vecteurs, et constante 4 vecteurs. Est-ce que le double, est-ce qu'il y a des multiples là? Oui, donc c'est pas parce qu'on est utile de voir ça. Et donc, en fait, on verra mieux là-dessus. Et donc ici, si j'attribue une constante à la base color, je vais avoir un résultat en nuance de gris. Donc ici, je suis à 0, donc ça lui fait comme un carré noir. Donc 0 en gros, je vais vous montrer en dessous. 0, c'est équivalent à ça. Un carré noir comme ceci. Si je mets 1 ici, alors, je vais mettre un... Ça va être tout blanc. Donc ce sera 1 équivalent à un carré blanc entier.
à cette forme-là. Et tout ce qu'il y a entre les deux, c'est des nuances de gris. En tout cas, sur une unité comme ça. Donc, si je fonctionnais avec juste cette valeur au début, je peux l'attribuer à différents aspects de mon matériel. Donc, par exemple, pour la métallique, la spécular. Donc, je suis ici, par exemple, si j'étais sur 0,5. Et avec le système de blueprint, je peux même attribuer la même valeur à plusieurs entrées de ma note finale ici. Donc pour l'instant, on va juste être entre base color, métallique, spécular, roughness. On va juste rester sur ces réglages-là. On va pas mettre d'initial. On va juste rester sur base color, métallique, spécular et roughness. Bon, je vais pas, à part pour certains, je vais pas expliquer ce que faut chacun, on le verra bien. Donc, si je suis sur une base color comme ça. Bon, je ne vais pas vous en montrer à chaque fois, on verra des exemples qui sont fonctionnels, mais a priori, si vous avez déjà fait de la 3D des matériaux, vous savez comment fonctionne ça. Enfin, parce que là, si je le mets à 1, je vais voir ma réflexion de source lumineuse, etc. Ouais, j'en la pause. Ça marche. Okay. Bon, on lance la pause.